l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes pommes de terre au four, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon Quoi de neuf Vince du mois de mai 2021. Un mois dans lequel j'ai pas joué à beaucoup de jeux, j'ai pas beaucoup joué, mais mes expériences ludiques étaient phénoménales, c'était génial. Puis je vais vous en parler dans cette vidéo-ci. Alors, si ça peut vous aider, si vous ne voulez pas écouter la vidéo complète, vous aurez des timestamps, des marqueurs de temps dans la description. Et autrement, vous pouvez voir les différents chapitres qui sont dans la barre de défilement. Donc, vous vous déplacez où vous voulez dans cette vidéo, il n'y a pas de problème. Puis, dans le fond, je ne mettrai pas nécessairement des photos ou quoi que ce soit. Fait que vous pouvez écouter juste en background, un peu comme vous faites avec un podcast, par exemple. Puis, c'est ça, dans le fond, à moins que vous aimiez beaucoup ma petite face puis mes cheveux froufrous. Alors, à ce moment-là, écoutez-moi puis regardez-moi. Mais sinon, écoute, on va commencer immédiatement avec le jeu Three Dragon NT. Alors, le jeu des dragons en français. WizKids a fait une réédition de ce jeu-là en 2019, puis ça a pas mal passé en dessous du radar, la preuve étant que j'en avais pas vraiment entendu parler avant que le responsable du département de jeux de société de WizKids m'en parle. Et je suis flabbergasté, je suis renversé par ce jeu-là, c'est sublime. Une version française va bientôt être produite par WizKids, donc attelez-vous bien parce que c'est un excellent jeu. En fait, ce que c'est le Three Dragon NT, ça reprend en fait une idée qui avait été impliquée un petit peu dans Donjons et Dragons, où est-ce que c'est un jeu de cartes dans l'univers de D&D. Et puis, on en parle ici et là à différents moments. À la base, c'est pas un jeu qui existe. Puis à un moment donné, il y a des gens qui sont assis qui ont fait « Hey, mais attends un peu, on va créer un jeu, le jeu des dragons, Three Dragon NT. On va créer un vrai jeu de cartes. » Donc là, est apparue la première version en 2005, si je ne m'abuse. Puis ça a été un super bon jeu. C'est vraiment un jeu de levée extraordinaire. Il y a eu quelques rééditions, mais là, WizKids arrive avec l'espèce d'édition légendaire où est-ce qu'on a un jam pack de toutes les extensions dans cette boîte-là. Et ce que c'est en fait, à sa plus simple forme, comme je viens de le mentionner, c'est un jeu de levée où le but c'est de faire une main de 3, un vol qu'on appelle de 3 cartes qui sont les plus puissants. Et donc, si j'ai le vol de 3 cartes, le plus puissant, donc c'est une main de carte que je mets devant moi, je remporte la mise. Et la mise, en fait, c'est de l'argent provenant des différents joueurs. On va récupérer un nombre d'or dépendamment du nombre de joueurs autour de la table. Puis, la partie termine quand un joueur est complètement vide de son or. À ce moment-là, on compte qui a le plus d'or et celui qui en a le plus gagne la partie. Donc, c'est un jeu d'environ 30 à 45 minutes qui est vraiment intéressant parce que là, je vous explique un petit peu le gros, mais les petits détails sont vraiment, vraiment rafraîchissants. Puis malgré que ce soit un jeu de 2005, puis je comprends pas pourquoi j'en ai pas entendu parler avant parce que c'est vraiment extraordinaire comme jeu de levée. Tout d'abord, la raison pour laquelle je voudrais peut-être jouer une carte plus faible que mes adversaires, c'est parce que si ma carte possède un chiffre égal ou inférieur à celui de mon adversaire qui vient de jouer, je déclenche le pouvoir de la carte. Alors là, les pouvoirs des cartes sont assez volatiles, merci, ça va dans tous les sens. On peut voler de l'argent aux autres joueurs, on peut voler de l'argent de la mise, on peut affecter les autres joueurs en leur volant des cartes dans les mains, on peut piger des nouvelles cartes en main, bref, il y en a une tonne et quart, et là s'ajoutent en fait les dragons légendaires que l'on appelle, qui ont des pouvoirs spéciaux. Il y a à peu près une trentaine de cartes différentes qu'on en insère 10 dans le paquet de base, et puis après ça on joue, donc ça permet une espèce de rejouabilité assez intense, merci, à ce niveau-là. L'autre chose que je trouve très, très, très intéressante, c'est qu'en fait, nos cartes, il faut bien les gérer, puisque oui, on veut en effet activer notre pouvoir, peut-être pas l'activer pour avoir la carte la plus puissante, mais aussi on veut jouer des cartes en début de round pour être capable de placer un montant d'or dans la mise. Donc, on va mettre en enchère des cartes et le joueur ayant placé la carte la plus élevée va non seulement commencer la round, va pouvoir activer sa carte puisqu'il est le leader de cette round-ci et en plus de ça,
sa carte indique combien est-ce qu'on doit mettre dans le pot commun, dans le pot commun, c'est-à-dire cette mise-là. Fait que si j'ai mis un 9, tu as mis un 3, puis JP a mis un 4, puis Sylvain a mis un 11, ben on met tous 11 $ de notre enchère. Donc, quand est-ce que je veux jouer mes cartes? À quel moment est-ce que c'est opportun? Puis surtout, est-ce que je me garantis une victoire par rapport à cette enchère-là qui est au milieu de la table? Aussi, est-ce que je veux mettre quelqu'un dans le trouble? Est-ce que je veux déclencher la fin de partie en mettant quelqu'un à 0 dans son pot, puis qu'à la fin du round, ben, il ne puisse pas avoir récolté d'argent du tout? Donc là, ça mettrait fin à la partie, puis là, après ça, dans le fond, je pourrais peut-être gagner. Donc, il y a vraiment beaucoup de belles petites... il y a une dynamique vraiment intéressante qui s'installe. J'ai joué avec mes élèves. Et mes élèves, la première partie, c'est tout le temps une partie où est-ce qu'on essaie de saisir les enjeux qui se passent autour de la table. Et puis, à un moment donné, ben, ça devient vraiment, vraiment clair où est-ce que, wow, OK, on voit l'impact de chaque carte, de chaque action que l'on fait. On voit aussi l'impact des autres joueurs autour de la table. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu de levée. Pour moi, c'est devenu un classique, là, vraiment, littéralement. Ça a rentré dans mon top. Malheureusement, il n'y sera pas parce que mon top date de février 2021. Je n'avais pas encore joué à cette époque-là. Shame on me. Mais vraiment, là, c'est extraordinaire comme jeu. Je vais très bientôt faire une vidéo sur ce jeu-là parce qu'il en mérite définitivement le détour, en plus de la version française qui arrive. Prochain jeu que j'ai envie de vous parler, il s'agit de Aurelian, Restorer of the Empire. Alors, Aurelian, Restorer of the Empire est un jeu, Restorer of the World, pardon, est un jeu en fait qui nous provient de la petite compagnie Holland Spiele, et c'est un jeu en solo. Ben oui, hein, je repars sur ma petite mode des jeux solo. Et celui-là, ma foi, m'a un peu renversé à terre. J'ai juste fait une partie jusqu'à maintenant. J'ai lu les règles, j'étais plus ou moins certain. Puis à un moment donné, en jouant, ça devient super naturel, ça devient juste instinctif. Parce qu'on comprend en fait les raisons historiques derrière chaque action. On comprend aussi c'est quoi l'intention de l'auteur dans l'application de son thème. Sérieusement, je pensais que mes affaires allaient super bien. Puis là, j'étais comme, c'est pas compliqué ce jeu-là. Et on a un seuil de points de victoire à atteindre à la fin de chaque round. Et au troisième round, ça s'est terminé complètement de façon abrupte. Il me manquait 3 points de victoire. Puis j'ai fait, voyons donc, comment ça, j'ai mal calculé mes trucs. Et là, je me disais, c'est un peu plate parce qu'il y a une portion de hasard, parce que, en fait, comment est-ce qu'on détermine, en fait, la valeur des invasions barbares, des ennemis, des usurpateurs sur le plateau. C'est, en fait, on a, en fait, un principe, un système vraiment, vraiment rusé de 3 différentes tasses. Il y a une tasse, mettons, cette tasse-là, c'est la tasse de friendly qu'on appelle, donc la tasse amicale, donc ceux qui sont amicales à notre cause. On a la tasse qui est unfriendly, donc les personnes qui sont un petit peu pas trop sûres de ton règne, Aurélien. Et finalement, on a la tasse des hostiles. Et en fait, les jetons en fait, que l'on va piger vont se promener d'une tasse à l'autre. On pige toujours en fait à partir de la tasse hostile. Ceci étant dit, on peut déplacer des jetons de la tasse amicale vers la tasse pas trop sûre et de la tasse pas trop sûre vers la tasse hostile et vice-versa. Sauf que ceux qui restent dans le hostile, ils restent toujours là. Ce qui fait en sorte qu'on va toujours savoir un petit peu qui est hostile par rapport à nous et pouvoir jouer, manipuler ce hasard-là. Et dans la tasse hostile, en fait, on a des jetons de turn end, donc la fin de tour. Dès qu'on empile le jeu, c'est la fin du tour, puis on doit gérer avec qu'est-ce qui en a été. J'ai vraiment, vraiment aimé ma première partie. Ça m'a pris un peu de temps, mais je suis convaincu que ce jeu-là peut se jouer en dedans de 45 minutes, 1 heure. Et ça m'a vraiment, vraiment étonné. J'ai vraiment trouvé le système des 3 tasses super ingénieux. J'ai trouvé que le thème était super bien intégré. Puis surtout, en fait, toutes les petites subtilités de la manière que tu peux perdre. Donc, l'équilibre du jeu est vraiment... Ça joue sur une ligne mince, une ligne fine. Et il faut vraiment bien réfléchir parce que les actions qu'on fait quelques tours auparavant peuvent avoir un impact notoire sur le reste de la partie. Je veux dire, moi, j'ai été me coucher puis j'ai commencé à réfléchir. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Hey, pour vrai, j'aurais pu faire ces 3-4 actions-là. Au lieu de perdre mon temps avec telle autre chose, j'aurais pu faire ces 3-4 actions-là puis avoir mes 3-4 points qui me manquaient facilement. »
Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est une première impression, donc je vais vous revenir avec une deuxième impression, peut-être faire une vidéo, peut-être un genre de playthrough, là, où est-ce que vous allez voir un peu comment ça se passe. Parce que le jeu, en fait, il rentre super bien dans une table, là, il est tout petit, il est vraiment, vraiment efficace à ce niveau-là. Donc, Aurelian, Restorer of the World, un superbe jeu. Que je ne manquerai pas de reparler très bientôt. On va continuer avec, dans le fond, les quelques parties que j'ai jouées de Dinosaur Table Battles. Donc, j'ai eu des amis qui ont pu venir me visiter dehors, évidemment. Donc, on a joué, je leur ai montré Dinosaur Table Battles et ça a été assez unanime de OK, il y a beaucoup de choses à comprendre, à saisir la première partie, mais je comprends pas tout, mais je veux y rejouer définitivement. On a aussi annoncé une extension, mais vraiment, ce jeu-là me renverse. C'est incroyable. J'aime tellement ce jeu-là. Les dynamiques entre les dinosaures, entre les espèces d'équipes de dinosaures vont vraiment venir changer la donne. Aussi, j'avais un ami, en fait, que lui avait joué à Table Battles, qui est un peu le grand frère de Dinosaur Table Battles, et a vu définitivement la portion beaucoup plus ludique et fun dans Dinosaur Table Battles. Ça a été beaucoup plus apprécié, là, du moins, puis on a vraiment eu une espèce d'échange assez corsé merci qui s'est joué sur quelques cartes là, à la fin. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de m'entendre parler de Dinosaur Table Battles, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est un superbe jeu, là, je vous le dis. Moi, ça m'a renversé, puis j'espère être capable de pouvoir partager cet amour-là pour ce jeu-là à différentes personnes, parce que si vous voulez un jeu de duel qui sort des sentiers battus, qui permet une rejouabilité, puis vraiment une diversité dans sa dynamique de jeu, puis dans le fond, les espèces de momentum qui s'échangent d'un joueur à l'autre. Vraiment, là, un type de duel avec des dinosaures qui se battent, Dinosaur Table Battles, c'est vraiment un jeu fait pour vous. On continue avec Dune Imperium. Donc, comme j'ai mentionné, j'ai pu inviter des amis, donc on a pu jouer à Dune Imperium, qui a vraiment fait un tollé. Ça a été un succès monstre. Donc, moi, quand j'ai vu le jeu, je dois avouer, je suis un peu une personne qui est sceptique par rapport à autant de revues bien moussées. Puis là, écoute, tout le monde en parle en bien, etc., etc. Donc, moi, je suis toujours un petit peu sceptique. Donc, je me suis assis, je me suis dit, écoute, je vais l'essayer, ça vaut la peine de l'essayer. Tout le monde en parle de façon positive. Puis, probablement, je vais aimer ça. Un côté deck building, oui, worker placement, mais en même temps, Dune, je viens de lire le livre. Donc, vraiment, je regardais les cartes. Là, j'étais comme, oh wow, je vais être les Harkonnen, parce que les Harkonnen, c'est ça. J'avais le goût de jouer le duc, pas le duc, le comte Harkonnen. Puis, finalement, je suis vraiment mitigé par rapport à notre partie. Il y a des années qui, premièrement, ça a duré 3-4 heures. Ça a vraiment été long. C'est un jeu qui est très. Qui prône le AP, donc la paralysie cérébrale, où est-ce que tout le monde peut réfléchir vraiment. Il y a un ami à moi qui m'a dit que la deuxième, troisième, quatrième partie va vraiment mieux, puis on voit vraiment la profondeur du jeu, probablement. Mais moi, je suis un peu resté sur mon appétit. Je suis resté vraiment, en fait, beaucoup sur mon appétit, sur ma faim. On me propose. J'ai comme eu une impression, non pas à cause des mécaniques, mais vraiment à cause de la présentation puis de l'ensemble du jeu. J'ai comme eu une impression qui m'a laissé quelque chose de similaire avec Scythe, au sens où est-ce que Dune Imperium, il présente un peu de tout, mais jamais une chose au complet, une chose pleinement accomplie. On a un peu de deck building, on a du worker placement, on a un petit peu d'interaction, on a un petit peu mais finalement, il n'y a jamais pleinement quelque chose. Puis moi, j'aime pas ça, ce genre de jeu-là. J'aime pas ça qu'un jeu soit pas capable de se commit, de s'engager à faire pleinement quelque chose. Donne-moi une saveur spécifique. Moi, quand je vais au buffet, j'aime pas ça mélanger, mettons, ma soupe tonkinoise avec, mettons, du curry, puis des saucisses hollandaises avec un petit peu des sushis, mettons. Moi, j'aime pas ça, faire ça. Donne-moi un gros plat juteux de hamburger belge avec une bière belge, puis je veux goûter la Belgique. Là. Donne-moi ça dans ma bouche, puis je vais être vraiment, vraiment content d'avoir expérimenté ça. J'aimerais peut-être pas ça, ce qui me surprendrait parce que j'aime la bière en général, puis les burgers, mais c'est pas grave, je vais avoir goûté ton expérience à plein nez. Puis c'est ça que Dune Imperium te propose, j'ai l'impression. Plein de petites affaires, mais jamais pleinement une chose au complet.
Puis, je sais pas, on dirait, moi, il y a comme un principe où est-ce que j'aime pas tu sais, le principe de contrôle de territoire. euh, Honnêtement, c'est-tu vraiment de l'interaction ou c'est pas vraiment de l'interaction? Parce qu'au final, dans le fond, on fait juste calculer nos cartes. C'est vraiment très séquentiel aussi. Puis c'est ça peut-être qui m'a déçu, c'est le fait qu'on arrive, puis bon, tu as une séquence de cartes, de workers à jouer. Comment est-ce que je joue cette séquence-là de façon optimale? Puis aussi pour éviter de me faire un peu briser les deux jambes là, en me faisant voler un de mes espaces à moi de worker placement. Puis le contrôle de territoire, je le trouve drabe parce que c'est pas vraiment un contrôle de territoire. Il n'y a pas vraiment de combat, à part quelques cartes qui vont faire ah je t'enlève un cube, hi hi hi, tu sais, ou ah tu vas défausser une carte, puis là t'es comme ok, mais tu sais, c'est comme tout le temps un petit peu, tu sais, c'est juste, c'est comme une aguicheuse. Tu sais, une aguicheuse, elle fait juste aguicher, elle fait juste allumer, puis après ça, elle s'en va. Tu sais, fait qu'il y a comme juste une petite aguicheuse d'interaction. Puis moi, je suis comme, non, donne-moi de l'interaction à plein nez, tu sais. Et finalement, il y a comme, mécaniquement aussi, il y a comme deux affaires qui m'ont vraiment, vraiment dérangé. Il y a une carte dans le jeu qui permet si on réussit à créer une combinaison de cartes, cette carte-là va devoir obliger les adversaires à défausser deux cartes de leur main. Et sincèrement, cette carte-là est beaucoup trop forte. Quand dans un jeu, tu es obligé de jouer des cartes et que pour chaque carte que tu joues, il faut que tu aies un worker et pour que tu puisses placer ton worker à un endroit, il faut que tu aies une carte qui corresponde à l'endroit que tu veux jouer. Et non seulement ça, quand tu finis d'avoir placé tes workers, tu gagnes des bonus dépendamment de tes cartes. Les cartes ont vraiment une importance considérable dans le jeu. Puis là, tu en fais défausser deux à tout le monde. C'est dégueulasse, ça fait vraiment mal. Moi, je trouvais ça drôle parce que c'était vraiment ma seule manière de troller et de créer une interaction. Mais il y a vraiment eu un joueur là, qui a complètement été détruit par ça parce que tu peux pas invalider cette carte-là. C'est juste simplement, si ça et ça sont ensemble, bing, voilà, ça fait ça. Puis je l'ai fait environ 3, 4, 5 fois. Et dans un jeu où est-ce qu'il y a un nombre de tours limité, c'est-à-dire on a, je pense, environ une douzaine de tours, on a 2 à 3 ouvriers à placer. Quand tu as 12 tours dans un jeu, puis que tu en as 4 ou 5 qui sont complètement bousillés à cause d'une carte comme ça, c'est sûr que tu peux pas te rattraper. Puis à un moment donné, lui, après 2 heures, il savait clairement qu'il n'allait pas gagner. Fait qu'il a comme perdu l'intérêt de jouer. Fait qu'il jouait ses affaires, puis sans plus ni moins. Puis il checkait un peu son téléphone, de manière jouait. Il n'y avait rien à faire pour lui par rapport à revenir dans la game. Et l'autre chose que vraiment j'ai fait, non, ça se peut pas, là. Tu as un paquet de cartes qui se nomment des cartes intrigues et circonstanciellement, ces cartes-là vont être super fortes, vont te permettre d'avoir une super grosse diversité puis une espèce de tu vas pouvoir être versatile, tu vas pouvoir te sortir, te débrouiller avec ça, ou tu vas avoir des cartes que c'est super circonstanciel, genre faut qu'il arrive telle situation pour que la carte puisse se déclencher et si cette situation-là se déclenche, il faut que tu aies des ressources pour être capable de payer pour la carte. Comme, OK, écoute, puis c'est un gros paquet de cartes. Et en plus, il y a juste 2 cartes de score, de scoring final. 2 cartes dans un paquet d'environ une cinquantaine de cartes. Et les points là-dedans, je veux dire, on n'en fait pas beaucoup. J'ai terminé ma partie à 11 points, le deuxième à 10, le troisième à 8 et le dernier était à 5 ou 6. Puis là, circonstanciellement, moi qui était à, qui était à 10 points, que là, l'autre joueur est à 11, puis il a vraiment bien joué, puis ça, là, circonstanciellement, dans la partie, j'ai pigé une carte de scoring final, puis je suis capable de pouvoir scorer 2 points en ayant joué cette carte, en ayant cette carte-là en tête depuis le début de la partie, je joue ça, puis je gagne à cause d'une carte comme ça. Tu sais, franchement, c'est comme, non, ça, j'ai vraiment pas accroché. Je trouve que c'est vraiment une grosse lacune du jeu. On peut pas, ça marche pas mécaniquement d'avoir juste 2 petites cartes comme ça. Bref, si vous avez apprécié le jeu, expliquez-moi dans les commentaires c'est quoi la stratégie derrière, c'est quoi les opportunités que tu peux créer, parce qu'au final, c'est comme il y a une carte là-dedans, c'est si tu réussis à obtenir une carte, si tu payes pour une carte que tu rajoutes dans ton deck, tu vas faire un point supplémentaire. Si tu en as plus que tout le monde, tu fais un autre point. Puis on peut pas vraiment arrêter les autres dans leur achat de cartes. Bref, ça m'a vraiment, vraiment dérangé. Puis je suis vraiment, vraiment ambivalent par rapport à ce jeu-là. Je sais pas. Il y a de quoi qui tourne pas rond derrière tout ça. Bref,
je suis resté sur ma faim. Peut-être que je vais y rejouer, tu sais, je dis pas non. Puis j'étais super content de jouer parce que, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à des jeux. Puis ça, c'était comme vraiment la plus belle chose qui s'est passée dans ma journée. C'est le fait que, hey, on a joué à un jeu, on a eu une belle journée, puis ça. Mais l'expérience en tant que telle, le jeu, là, le carton là, tel quel, là, il est resté très inerte. Il n'a pas créé de situation. Puis moi, je veux que tu crées des situations. Je veux qu'on ait de l'interaction. Je veux qu'on ait des rires ou je veux qu'on ait des ah, tu me gosses, nanana. Puis que, tu sais, il y a vraiment comme quelque chose qui mousse puis qui crée un moment génial. Puis, ben, ça m'a pas créé ce moment-là. Bref, je vais arrêter parce que j'ai l'air un peu rabat-joie. Je vais continuer avec le prochain jeu qui est un jeu que j'ai présenté à mes élèves dans le cadre d'un cours de français. Il s'agit de Sherlock Holmes Détective Conseil. Et la raison pour laquelle j'ai pris ce jeu-là, j'ai utilisé ce jeu-là, c'est tout d'abord, bon, il y a énormément d'éléments, en fait, académiques derrière ce jeu-là. Tout d'abord, on doit scanner de l'information. Si vous n'avez jamais joué à Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est, mettons, Chronicles of Crimes, mais avec juste de la lecture. C'est ça, vraiment, littéralement. Vous irez voir en fait la vidéo de JP si ça vous intéresse. Super simple à jouer. C'est vraiment pas compliqué. On a un livre de l'affaire en cours qu'on doit résoudre. On a un journal ou quelques journaux de l'époque et finalement, ben, on a une carte et un annuaire où il faut trouver des choses dedans. Des adresses, etc. Bon. Ceci étant dit, bon, je l'ai utilisé dans mon cours pour, tout d'abord, c'est ça, scanner l'information parce qu'on a des longs textes et il faut scanner, il faut trouver de l'information relative et pertinente à notre enquête qu'on est en train de faire. Il faut aussi être capable de mettre cette portion-là de texte dans un ensemble plus large et donc être capable d'avoir une espèce de réflexion sur la pertinence de ce message-là. Puis comment est-ce qu'il s'imbrique avec toutes les autres? Donc, c'est littéralement un exercice de français qui a été apposé de façon ludique. Parce que tu prends cette portion-là, tu prends des notes, et là, par la suite, ben, tu vas l'imbriquer avec tout le reste des textes que tu vas lire, et puis par la suite, ben, il faut que tu sois capable de résoudre puis d'amener en fait ça dans l'enquête en général, dans la résolution de l'affaire. Faut que tu sois aussi à l'affût de certains détails qui semblent hyper anodins, mais qui au final vont vraiment avoir une pertinence hyper grande dans la déduction. Donc là, c'est de réfléchir, de mettre en contexte, mais aussi d'être capable d'imaginer, de se mettre en fait dans la peau de ce texte-là et de le mettre en œuvre. Non seulement ça, il y a de la prise de notes. La prise de notes qui est un élément hyper important. C'est majeur, c'est critique dans le côté académique d'être capable de prendre des notes et de retirer de l'information pertinente par rapport à un professeur. Surtout quand, mettons, on arrive au cégep ou à l'université, c'est vraiment, vraiment hyper important d'être capable de dire, bon, ben, dans ce cours magistral que le prof a donné, qu'est-ce qui est pertinent pour moi? C'est ça. Donc, ça, c'est plein d'éléments comme ça. J'épargne les détails, mais c'est plein d'éléments comme ça. Puis aussi, ben, la lecture, hein, je veux dire, c'est pas léger comme texte, mais c'est tous ces éléments-là qui, pour moi, sont vraiment pertinents dans le contexte d'un cours de français où est-ce qu'on doit être dans la compréhension de texte, on doit être dans l'interaction, la communication avec les autres joueurs, qu'est-ce que les autres ont perçu et comment est-ce que ces autres personnes-là voient la situation. Est-ce que c'est pertinent ce que je dis? Est-ce que ça a de l'allure ce que l'autre personne dit? Comment est-ce que tout ça s'imbrique ensemble? C'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a des élèves qui, évidemment, bon, ont plus ou moins apprécié l'expérience parce qu'ils trouvaient que ça avait l'air plus du travail que d'un jeu, ce qui est très, très drôle parce qu'au final, bon, c'est un peu ça le but, c'est d'avoir un peu un espèce de travail académique de façon ludique. De l'autre côté, j'ai eu des élèves qui ont vraiment, vraiment trippé, qui se sont pris au jeu solide, qui ont vraiment été à fond la caisse dedans. J'avais un élève qui avait pris embargo sur le tableau blanc. Il écrivait, il faisait des notes, prenait des notes, il assurait, il effaçait, il reprenait des notes. Fait que là, on allait vraiment tout bas de côté. Chercher dans un annuaire aussi, je me suis rendu compte que certains élèves, les pages jaunes, un annuaire téléphonique, ça n'existe plus. C'est fou, ça, pareil, quand on y pense, tu sais. Donc, de chercher dans un annuaire, c'est pas quelque chose qui est rendu chose commune pour le commun des mortels. Donc, ça, c'est vraiment un apprentissage qui est pertinent à savoir aussi. Donc, je pense que dans un contexte dans lequel je suis, c'est vraiment pertinent
je pense que dans un contexte en fait de secondaire 4, secondaire 5, c'est vraiment un exercice qui est épatant et qui peut vraiment être impressionnant de voir les résultats, puis aussi de permettre aux élèves de s'impliquer dans le cours. Donc ça, c'est toujours la notion la plus importante dans la ludopédagogie, c'est-à-dire l'implication de l'élève dans le travail et le fait qu'il y ait un sentiment de ownership, un sentiment d'appropriation du travail. Ça, c'est vraiment, vraiment prioritaire. Et je pense que Sherlock Holmes Détective Conseil peut le faire. Je leur ai proposé, si ça leur tente de le refaire à la fin de l'année. On se retrouve en fin d'année, dans le mois de juin. Donc, peut-être qu'on ne sait pas. On va voir. Puis si vous êtes mes élèves, vous le saurez en temps et lieu si on le fait ou non. On continue avec mon coup de cœur du mois. Et là, ça a été... j'ai joué à peu près 4-5 parties de ce jeu-là en ligne. Il s'agit de Station Fall, qui était sur Kickstarter. J'ai fait une vidéo pendant ce mois-ci sur Station Fall, où est-ce que je donnais vraiment une impression très large du jeu avec une présentation des différents éléments. Station Fall, dans le fond, là, en quelques phrases, on va voir, on est dans une station spatiale qui est sur le point d'exploser et il faut sortir le plus vite possible. Mais avant de sortir, il faut accomplir certains objectifs personnels, dépendamment du personnage que l'on incarne. Le personnage que l'on incarne, personne ne le sait sauf nous. Et donc, tous les joueurs, par contre, peuvent déplacer les personnages sur le plateau. Donc, quelqu'un peut facilement déplacer le personnage que je suis sur le plateau et faire une action qui va être antiproductive, qui va être contre-productive envers ce personnage-là, ou même super productive. Et donc, c'est vraiment ça l'idée derrière le jeu. Et là, après ça, les personnages, c'est à peu près 27 différents persos que tu peux utiliser dans le jeu. Et ces 27 persos-là fonctionnent de façon complètement asymétrique. Ils vont scorer des points de façon complètement asymétrique. Genre le macaque, lui, il veut amener le plus d'affaires qui sont brillantes. Fait que s'il y a une mallette, il y a un fusil à la fin de la game, il va faire des points. S'il s'en va sur la planète, s'il réussit à sortir du vaisseau, ben il va faire des points. T'en as un que son but c'est d'avoir l'histoire la plus épique. Fait qu'il veut avoir il veut sortir avec un virus, il veut sortir avec un artefact, pardon, et finalement, il veut sortir avec un jetpack, avec un gun pour être capable de raconter son histoire épique. Tu as un journaliste que son but, c'est d'aller amener de l'information aux nouvelles. Bref, il y a comme vraiment tout cet aspect-là, cette dynamique-là qui va changer de partie en partie. Tu as des robots aussi qui sont impliqués dans cette équation-là. Les robots vont fonctionner de façon différente et leur but, des fois, ça va être juste de rester. Les autres, peu importe qui gagnent ou qui perdent, c'est pas grave. Leur AI est conçu pour guérir tout le monde. Le plus de monde que je guéris, le mieux c'est guérir. Fait que même à un point tel qu'il va fesser du monde avec une clé à molette pour les guérir. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun comme jeu parce que justement, toute la dynamique est vraiment, vraiment changeante dépendamment des personnages qui sont impliqués dans la game que l'on va faire. Mais non seulement ça, moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que mes 4 parties se sont déroulées de façon complètement différente. L'auteur décide volontairement de mettre tout entre les mains des joueurs. Fait que si ça se passe mal, ben c'est à cause des joueurs. Si ça se passe un peu mal ou très très mal, c'est à cause d'un joueur, des actions d'un joueur. Donc l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre en tant que tel, c'est vraiment comment est-ce que ça va se dessiner au travers de la partie et tout est vraiment remis entre les mains des joueurs. Donc, s'il y a un équilibre qui commence à se briser ou à être déstabilisé, c'est la responsabilité des joueurs. Mais chaque partie reste une histoire à raconter. Et pour moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant. Je m'en fous des points. Je m'en fous de qui gagne, qui perd. Moi, ce que je veux, c'est une histoire. Et on a ressorti plein d'éléments super faciles à ressortir de films de science-fiction, série B. Des fois, c'est vraiment à la manière de vrais films, genre, mettons, Alien ou peu importe, ou 2001 au-dessus de l'espace. Puis c'est ça qui est le fun de ce jeu-là. C'est la meilleure manière que je peux le décrire, c'est comme si on avait un gros party game de joueurs de Lacerda. Fait que dans le fond, c'est des joueurs qui veulent avoir des gros jeux bien intenses, bien juteux, avec plein de différentes mécaniques. Ben, vous avez ça.
Puis c'est fait pour avoir du fun noir puis de se créer une histoire. Fait que si ça vous intéresse, si vous aimez des jeux genre Twilight Imperium, Eclipse et compagnie, c'est sûr que vous allez triper là-dessus. Si vous aimez des jeux de la Lacerda puis que vous voulez juste avoir quelque chose de différent, où est-ce que vous allez avoir du plaisir entre différents joueurs, c'est sûr certain que vous allez aimer ça. C'est un jeu très interactif, fait que si vous n'aimez pas l'interaction, puis si vous préférez les jeux euro très bon, ok, on a une interaction mais très indirecte sur le plateau, peut-être pas fait pour vous. Mais vraiment, là, tu sais, puis je dis party game, c'est pas un party game, là, genre, montrez pas ça à votre belle-mère, là, c'est sûr qu'elle va saigner du nez, là, tu sais, après 2 minutes de règle, là. Fait que, montrez pas ça à votre belle-mère, en fait, elle va saigner du nez direct en voyant le jeu, parce qu'il y a tellement de textes, tellement d'affaires, pis ça, mais vraiment, c'est pas un jeu, c'est un jeu vraiment de joueurs aguerris qui se disent, on veut avoir du fun noir, on veut se raconter une histoire, voici Stationfall. Puis, c'est pour ça que moi, c'est mon gros coup de cœur. Je termine avec un jeu qui se nomme Unforgiven, qui est un jeu à 2 joueurs qui est un peu le genre, tu sais, ça ressemble beaucoup à Seven Wonders Duel. 80% des règles sont similaires à Seven Wonders Duel et le 20% fait en sorte que tout le jeu prend une autre ambiance. C'est vraiment intéressant comme jeu. C'est autour de la prosécution de le criminel qui aurait tué Abraham Lincoln ou la criminelle dans ce cas-ci. Bref, on a en fait une espèce de plateau de série de cartes où est-ce qu'on va les acheter. Et on va les ajouter en fait à notre tableau personnel. Ils vont nous donner des ressources. Ces ressources-là vont nous permettre d'acheter d'autres cartes ou encore de pouvoir convaincre certains jurys. Et la partie peut se terminer soit en ayant en fait une piste qui ressemble exactement à la piste militaire. C'est une piste en fait qui va monter de haut en bas. Et si elle s'en va vers un joueur, ben ce joueur-là a gagné. Donc au bout de cette piste-là. Si on convainc 4 jurys, dans le fond, le joueur qui convainc 4 jurys a gagné. On ajoute un système de dés bien malin où est-ce que ces dés-là peuvent être utilisés pour faire des actions génériques selon la phase du dé ou les utiliser en fait pour bloquer l'autre joueur carrément, faire un tour en extra, aller gagner en fait davantage de monnaie du jeu qui s'appelle des souhaits, c'est comme des balances en fait. Mais c'est super intéressant ce jeu-là. Si vous avez aimé Seven Wonders Duel, allez voir Unforgiven. Il n'y a pas de version française encore, mais il n'y a pas vraiment de texte sur les cartes. Du moins, il est très, très, très... il n'y en a pas beaucoup. Il y a un appendice pour les différents effets. Mais je vous encourage fortement à aller voir ce jeu-là si ça vous intéresse. Il en vaut vraiment, vraiment la peine. C'est un genre de jeu que tu peux jouer 20-30 parties, là, puis ça va bien rouler. Tu le ressors une fois de temps en temps, puis tu vas savoir comment jouer juste en le regardant. Là, c'est très, très, très évident. Fait qu'Unforgiven, je vous le recommande beaucoup, beaucoup. Peut-être une vidéo bientôt, là, qui sait. Un jour, j'atteindrai le sommet ludique comme ces grandes célébrités du monde du jeu de société. Mon nom est Roger le Vagabond et je suis bien heureux de vous servir. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous remercier, chers contributeurs Patreon. Parce que oui, à chaque mois, ces gens se donnent la peine de donner financièrement à l'école du jeu. Et ce, grâce à notre campagne Patreon. Si cela vous intéresse de nous encourager, il y a un lien dans la description de cette vidéo, juste en haut, juste en bas, juste ici, je me tiens avec ma tête, juste en bas. Vous pourrez aller voir et vous pourrez constater qu'il y a différents niveaux de contribution. Vous donnez selon votre cœur. Si vous ne voulez pas donner, alors pas de problème, on vous aime quand même. Plein de bisous. Mouah, 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 mouah. Étant donné que JP prend des vacances ce mois-ci, eh bien, je me permettrai de remercier les gens qu'il remercie aussi habituellement dans sa vidéo du Quoi de neuf. Mais tout d'abord, commençons par Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Martin Dupuis, le créateur du projet Source, où l'on construira un nouvel au-delà, un engine building, resource management mixé avec un aspect narratif. Amélie Lantier, merci beaucoup à vous. On continue ensuite avec David Favre, Sylvain Roy, Josiane Lauzon, Miguel Piette, Jessica Hébert-Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romion, Marc Boudreau et Robert Savard. Et nous continuons avec Mathieu Marcarian, Steve Kriegs, David Castonguay, Marc Thibault, l'équipe Jack Bro, Terry Roy, Nicolas Perron, François Tétrault,
Emmanuel Chauvron, Serge Darvaux, Philippe Pierrecan, Lionel Fourré, Normand Gravel, Frédéric Charles, Cyril Souchou, Steve Provo-Paquette et finalement Steve Rassat. Merci beaucoup à vous tous. Et comme j'ai dit, si vous voulez encourager l'école du jeu, vous pouvez le faire en nous visionnant, mais aussi en contribuant financièrement. Merci à vous encore une fois. Et je continue mon ascension au sommet ludique. Un jour, j'y arriverai, Tom Vassell. C'est ce qui fait le tour des jeux que j'ai joués dans le mois de mai. Maintenant, pour ce qui est de mon implication sur la chaîne, bien tout d'abord, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. En fait, ça a été vraiment un mois très chargé pour moi à différents niveaux. Mais quand même, je vous ai concocté quelques petites vidéos, notamment mon Quad 9 Vince du mois dernier. Ensuite de ça, je vous ai parlé de Station Fall déjà. Donc, j'ai fait une vidéo de présentation sur Station Fall. Donc, si vous irez voir ça, si vous voulez, un jeu qui était mon coup de cœur du mois actuel. Et finalement, une vidéo critique de Dinosaur Table Battle. Donc, une règle critique. Un jeu qui m'a renversé, que j'adore. Vraiment un superbe bon jeu. Je vous explique les règles. Je vous dis aussi à qui que ce jeu-là peut s'adresser, à qui il ne peut. Il ne s'adresse peut-être pas nécessairement. Puis, en dernier lieu, j'ai fait aussi la portion des numéros 70 à 61 de mon top 100 personnel. Donc, je vous présente en fait ces 10 différents jeux-là. Puis, le mois prochain, on va continuer avec ça, n'est-ce pas? En ce qui a trait des vidéos que j'aimerais faire pour le mois de juin, probablement, en fait, c'est sûr, définitivement, continuer mon top 100, mais peut-être faire 2 vidéos du top 100, je ne le sais pas encore. Et sinon, comme j'ai mentionné, peut-être faire une présentation sur Aurelian, qui était une belle découverte pour moi, un jeu solo en plus, donc peut-être faire juste une partie complète, vous montrer comment ça marche, tout ça. Puis sinon, ça ressemble pas mal à ça. Pour ce qui est du mois de juin, il va peut-être avoir une vidéo surprise. En tout cas, je vais vous montrer ça là, bientôt. J'ai pas nécessairement grand-chose de planifié, fait que peut-être, pourquoi pas, me donner votre opinion. Alors, j'ai ces 2 beaux jeux-là que ça fait un bout que je traîne puis que je veux vraiment vous présenter, soit 13 jours et Targi. Alors, 13 jours, ce que c'est un jeu qui est dans la même veine que... Attends un petit peu, mettons, là, je le mets comme ça fait-tu encore du reflet? Bon, génial. 13 jours, c'est un genre de jeu qui est un peu dans la même veine que Twilight Struggle, mais qui veut être en 30-45 minutes. C'est vraiment un jeu super intéressant au niveau, oui, du terme, mais aussi de la dynamique de duel qui est vraiment, vraiment intéressante. Là. Donc, on a vraiment accès à un jeu qui est vraiment, qui est quand même dense, qui a beaucoup de règles, mais qui se joue très rapidement. C'est le genre de jeu qu'on veut enchaîner là, quelques parties l'une à la suite de l'autre, donc 13 jours. Et sinon, il y a aussi le fameux jeu Targi qui, malheureusement, devrait avoir une espèce de réédition au niveau de l'esthétique du jeu, non pas la boîte en tant que telle, mais vraiment le plateau, puis les cartes, puis etc. Targi, en fait, c'est un jeu plus dans le style euro qui va vraiment, en fait, avoir une interaction puis une mécanique très intéressante de pose d'ouvriers, où est-ce que, on va activer des cartes dépendamment des ouvriers qu'on a placés sur le plateau. Je trouve que ça, c'est vraiment ingénieux. Nancy m'a planté solide, mais ça, c'est une autre histoire que j'ai pas envie de vous raconter. Mais c'est vraiment un très, très, très bon jeu. Donc, vous présentez peut-être ça. Donc, un des 2. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la section ci-bas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Aussi, vous abonner à notre chaîne, liker notre page Facebook, nous suivre sur Instagram. Merci beaucoup du temps que vous nous donnez, que vous permettez de prendre à nous écouter. On apprécie grandement. Et sur ce, mon nom est Vincent et je souhaite à vous et vos amis un bon jouage.